Bonjour à tous. Merci d'être venus parce qu'on est encore en petit comité, mais il y a des gens connectés aussi. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est en fait un peu la suite d'un exposé que j'ai fait il y a exactement 4 ans ici. Le temps passe vite parce que je me suis rendu compte qu'il y a 4 ans, j'avais fait un exposé sur les expériences à choix retardés de Wheeler, que j'ai réécouté. Il n'avait pas été filmé à l'époque, on enregistrait, mais on ne filmait pas, je l'ai réécouté. Et cet exposé avait été très sympathique, il y avait beaucoup de monde. Et on avait essentiellement fait cet exposé sous une forme de discussion parce que j'avais été interrompu toutes les 5 minutes. Et donc je n'avais pas pu aller à la fin de mon exposé. On avait eu une discussion extrêmement riche, qui était très intéressante, mais du coup, comme on avait dit, c'est ouvert aux discussions en cours de route, j'avais même pas été à la moitié de ce que je comptais dire. Bon. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vais reprendre rapidement ce que j'avais dit à l'époque, pour faire un rappel d'un certain nombre de choses que j'avais dites, et que nous poussions la discussion à la fin pour que cette fois-ci, j'ai le temps de terminer mon exposé. Voilà. Alors, je vais vous parler de ce qui découle un peu de la conception que j'ai proposée de la mécanique quantique, c'est le fait que le passé n'est pas déterminé, et je vais expliquer ce que ça veut dire. La manière dont je vais présenter les choses est la suivante. Je vais revenir assez rapidement, dans un premier temps, sur les expériences à choix retardés. Je vais ensuite reparler, là aussi très brièvement, parce que tout le monde le sait, mais je vais insister sur certains points du problème de la mesure, de manière à ce qu'il soit logique d'aboutir à l'interprétation que je propose. Je ne veux pas la proposer comme si elle était sortie de n'importe où. Je veux montrer qu'elle répond à certains problèmes et qu'elle est là pour répondre à certaines questions. Muni de cette interprétation, je reviendrai au problème de choix retardé et je terminerai par la discussion au sujet du passé. Alors, de manière un peu plus précise, je vous donne le fil du raisonnement. Première chose, je vais analyser, mais je vais aller vite parce que j'avais fait toute ma conférence d'il y a 4 ans là-dessus, je vais analyser les expériences à choix retardés et je vais montrer que contrairement à ce qui est très souvent annoncé ou dit dans beaucoup d'articles de beaucoup de physiciens dans la littérature, il n'y a pas d'action du futur pour changer le passé. Et pas d'action du futur pour changer le passé, ça a une signification extrêmement claire. C'est que lorsqu'on se place dans une interprétation ou dans une vision du monde dans laquelle le passé est fixé, où il y a des événements qui le constituent, dire que le futur change le passé signifie que ces événements qui sont arrivés dans le passé peuvent être ensuite transformés par une action dans le futur. C'est comme ça que c'est compris, ou que c'est en tout cas exprimé par un certain nombre de physiciens à la suite de ces expériences, et ça, je vais montrer que c'est faux. En revanche, je dirai autre chose à la fin pour dire que le futur n'est pas déterminé, ce qui a un sens différent. Je montrerai comment les expériences à choix retardés qui impliquent une seule particule peuvent s'expliquer de manière extrêmement simple. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça, il y a des erreurs assez importantes dans l'interprétation qui ont été données dans beaucoup d'articles. En revanche, je vais montrer que dans le cas où on a des particules intriquées, c'est-à-dire dans le fameux quantum eraser, la gomme quantique, là, le problème est plus complexe parce qu'on a affaire à une situation EPR que j'appelle étendue. C'est-à-dire que c'est une sorte de généralisation de la situation EPR qui soulève toutes les questions du problème de la mesure. Et j'insisterai sur le fait que je ne trouve pas du tout satisfaisantes toutes les explications qui ont jusqu'à présent été données par les interprétations diverses et variées. C'est pour ça que je propose le solipsisme convivial. Une petite précision quand même, je dis que je mets de côté toutes les interprétations ou toutes les théories où on modifie le formalisme quantique. Je me place dans l'hypothèse où on veut conserver le formalisme quantique traditionnel et je mets de côté ce que je n'analyserai pas, les histoires de collapse spontané à la Ghirardi-Rimini-Weber ou la théorie de Bohm, qui certes sont un autre moyen de répondre au problème de la mesure, qui soulève d'autres questions, mais c'est en dehors de mon sujet aujourd'hui. Je reste dans un cadre de mécanique quantique dite des manuels.
Je ferai donc un rappel rapide, là aussi, parce que j'ai eu l'occasion de me présenter dans plusieurs endroits du solipsisme convivial, et j'en viendrai à ma conclusion finale, c'est que le passé n'est pas déterminé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, comme je le disais, qu'on va considérer que le passé est constitué d'événements qui se sont produits et que le futur va venir les changer. Ça, c'est une erreur. Mais en revanche, ça veut dire, dans un sens que je vais préciser, que le passé est constitué d'un certain nombre de non-événements, au sens où il y a des choses ou des, entre guillemets, événements qui sont encore indéterminés et qui ne deviennent déterminés que lorsqu'on fait une action dans leur futur. Ce qui n'a pas tout à fait le même sens. Et je vais y revenir. Alors, je fais un point rapide sur les expériences à choix retardés. Vous savez que c'est John Wheeler qui a commencé en 1978 à proposer ça. Et grosso modo, ces expériences sont destinées à analyser le fait qu'il semblerait que dans certains cas, ce que nous faisons à un moment donné dans une expérience va avoir pour effet de modifier ce qu'a fait une particule ou un système quantique, ça peut être un photon, un électron ou ce qu'on veut, dans le passé. Et c'est bien ce que dit Wheeler lui-même quand il dit que changer le dispositif expérimental au dernier moment semble avoir un effet sur ce que le photon a décidé bien avant. Donc là, on est clairement dans « je change le passé », en faisant appel à une sorte d'effet rétroactif dans le temps. Une première expérience qu'il a proposée, c'est l'expérience simplement des trous de Young, dans laquelle on fait appel à un écran qu'on peut enlever ou remettre à volonté très rapidement, et on l'enlève ou on le remet une fois que les photons sont déjà passés par les deux trous. Donc c'est le dernier moment qu'on décide si finalement on va observer les photons sur un écran ou si on va les observer à travers deux détecteurs. Et ce que dit Wheeler, c'est que si on fait ça au dernier moment, quand on met l'écran, on aura des figures d'interférence. Quand on met les détecteurs, il y a la détection de la fente par laquelle est passé le photon. Et comme on peut décider ce choix expérimental au dernier moment, eh bien tout simplement, ça voudra dire que le photon il est passé par une fente ou par les deux fentes dans le passé, quand on a décidé bien plus tard si on met l'écran ou pas. C'est l'interprétation qui est donnée en tout cas habituellement. J'expliquerai que c'est complètement faux. Et je donnerai une explication simple de ça tout de suite après. L'expérience plus intéressante qu'on analysera, celle-là plus en détail, c'est celle de la gomme quantique, du quantum eraser, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Mais là, avant, puisque cette expérience fait appel à un interféromètre de Mach-Zehnder, on a exactement le même dispositif de choix retardé, avec un interféromètre de Mach-Zehnder, dans lequel on peut ou pas mettre ici un séparateur. Dans le cas où on met le séparateur, on a un effet d'interférence et donc le détecteur D2 va être bloqué, alors que quand on l'enlève, le détecteur D1 et le détecteur D2 peuvent recevoir des photons, ce qu'on interprète là aussi à tort comme étant le fait que dans un cas, le photon est passé par les deux chemins quand il y a interférence, et que dans l'autre cas, il est passé par un seul chemin. Bien. Alors je vais expliquer pourquoi tout cela est faux, mais je voudrais vous faire écouter Wheeler lui-même. Parce qu'on dit quelquefois, c'est des interprétations qui sont venues après, etc. Et je voudrais vous faire écouter Wheeler parce que ce qu'il dit est extraordinaire. One of the most remarkable features of nature is that a quantum can pursue two different routes through two different slits, come together and manifest itself as a single quantum. But nothing prevents one from saying that the quantum, it might be a photon, to speak of quantum of radiation, or it might be an electron, to speak of a particle. The quantum can go both routes, or it can go a single route. And it's possible to choose which, after the particle has already made its travel. You choose after the particle has decided whether it's going both routes
or one route. And after it's got through, you yourself decide which it shall have done. You seem to intervene to change the past. But quantum theory says it can be done, and I had the pleasure to spell out some of the features of such an experimental arrangement. My University of Maryland colleague, Carol Alley, made changes in the experiment, but without changing the principle, and carried it out. And it checked so that we now know it is indeed true that one can decide at the quantum level whether an object shall go two routes to get to its final point or just one route. You can make the decision after it's already made the trip. It sounds like a contradiction, but it works. Donc je trouve que c'est intéressant de voir Wheeler. Bon, c'est toujours intéressant de voir les grands du passé parler en direct comme ça. C'est intéressant de voir Wheeler s'exprimer parce qu'il est très clair. D'ailleurs, quand on lit ses articles, c'est pas toujours aussi clair, mais là, il est très clair. Il le dit explicitement. Oui, nous pouvons maintenant faire des expériences qui montrent qu'en faisant quelque chose maintenant, ça change ce qu'a fait le photon dans le passé. Donc, il le dit explicitement. Bon. Et même son expérience la plus spectaculaire consiste à dire on va observer un photon qui vient d'une très lointaine galaxie distante de plusieurs milliards d'années-lumière, qui passe pour venir par un chemin où il y a une grosse galaxie massive qui joue le rôle de lentille gravitationnelle. Et donc le photon peut passer soit des deux côtés de la lentille gravitationnelle, soit d'un seul côté. Et c'est maintenant, quand nous observons le photon, que nous décidons si 5 milliards ou 3 milliards d'années auparavant, le photon est passé par les deux côtés ou par un seul. Et il le dit. Bon. Avec tout le respect que nous devons à Wheeler, c'est faux. C'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Eh bien, je vais maintenant vous le montrer simplement. Bon, il y a eu des expériences qui ont été faites il n'y a pas si longtemps, y compris par notre ami, il y a participé à un aspect, dans lesquelles les conclusions disent à peu près la même chose, je ne vais pas les relire, mais grosso modo, la conclusion c'est, alors c'est sur un interféromètre de Mach-Zehnder, donc ils mettent le miroir semi-réfléchissant ou pas, et ils disent en bougeant le miroir, cela a un effet inévitable sur ce que nous pouvons dire du passé de la particule. Et une fois de plus, nous trouvons que la nature se comporte en agrément avec les prédictions de la mécanique quantique. Ça, c'est vrai, c'est rassurant. Mais l'interprétation qu'ils en donnent, c'est que des situations surprenantes avec une tension avec la relativité semblent apparaître. Ça, c'est faux. Alors, pourquoi c'est faux? Je reprends simplement sur cette expérience où il y a une seule particule, ce qui est le cas le plus simple. C'est l'expérience des trous de Young, et je vais vous montrer comment on fait vraiment le calcul. Ici, on a une source de fente, bon, je vais passer sur les détails purement mathématiques, ici, et en fait, quand on fait le calcul, on voit très bien que nous avons à la sortie des deux trous une superposition d'ondes sphériques qui s'écrit de cette manière-là. Et, bon, vous me faites confiance parce qu'on ne va pas refaire les calculs ensemble, mais voilà ce que ça donne. C'est que derrière l'écran, dans tous les cas, il y a une superposition d'ondes sphériques de ce type-là ici. Ça, c'est la fonction d'onde du photon qui est passé à travers les deux trous. Et elle est toujours la même, elle ne change jamais. Maintenant, vous avez deux situations expérimentales différentes. La première, c'est celle où vous utilisez un écran. Et l'écran va mesurer une position continue. Et bien, dans ce cas-là, cette fonction d'onde, vous pouvez la réécrire comme ça. Bon, c'est la réécriture, hein, c'est avec... simplement, on a marqué l'angle sinus θ au lieu de remarquer les R1 et les R2. Et quand on l'écrit comme ça, on voit très bien ici, sur cette forme-là, qu'on a des interférences constructives pour tous les kd sinus θ égales à 2nπ. Et donc, lorsqu'on utilise cela et qu'on utilise un écran pour vérifier, enfin pour mesurer la position du photon, on voit bien sur cette forme-là de cette fonction d'onde qui n'a pas changé qu'on a des interférences.
Le point important, et c'est là où l'erreur est souvent faite, c'est que lorsqu'on a 2 détecteurs, on peut utiliser cette forme-là, qui est exactement la même en fait, mais là, on a transformé ça en onde plane. Au lieu d'avoir une onde sphérique, mais c'est quasiment la même chose. Et on voit très bien qu'en fait, quand on le réécrit avec ici les détecteurs, on voit bien qu'on est dans le cas où on a une superposition de 2 possibilités. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un détecteur d'impulsion? C'est tout simplement quelque chose qui mesure une impulsion dans une direction très précise. Mais ici, on a une superposition, et ce qui va se passer, c'est que comme quand on a une superposition de état 1 plus état 2, avec le même coefficient, on a tout simplement une chance sur 2 de trouver l'état 1, et une chance sur 2 de trouver l'état 2. Ça ne veut pas dire qu'avant qu'on fasse la mesure, c'était déjà comme ça. Mais la mesure fait en sorte qu'on tombe sur l'état 1 et l'état 2. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Le fait de mesurer par le détecteur D1 ou par le détecteur D2 est simplement une mesure qui va sélectionner un des états de la superposition, mais en aucun cas, contrairement à ce qui est fait, il ne faut en déduire qu'avant la mesure, on avait déjà cet état qui était là. Et c'est cette erreur-là qui est faite par énormément de gens, parce que du fait qu'un détecteur clique, ils en déduisent qu'avant que le détecteur clique, le photon est arrivé par là ou par là. Et c'est toute cette mauvaise interprétation qui résulte dans le fait qu'ensuite il y a le fait de dire, ah ben donc, selon les cas, on a un électron ou un photon qui est passé par un seul chemin ou par 2 chemins. L'erreur est toute bête, elle consiste à penser que lorsqu'on a une superposition de 2 états et qu'on mesure cette superposition, eh bien avant la mesure, on était déjà dans l'état qu'on a mesuré. C'est une erreur étonnante de la part des physiciens. C'est impossible que des spécialistes. Alors, c'est impossible, mais c'est pourtant alors, c'est pourtant l'erreur qui est faite par des grands physiciens expérimentateurs. C'est une erreur. C'est une erreur de débutant. D'élèves de débutants. Mais c'est une erreur de première année de mécanique quantique. Non, c'est pas possible. Eh bien, c'est cette erreur. Alors, mais c'est normal, Michel trouve ça normal, mais c'est cette erreur qui est faite. Non, je veux dire, c'est psychologiquement normal, parce que avec la mécanique quantique standard, on enseigne sans cesse une image. Mais exactement. D'un objet qui réellement parcourt une trajectoire, etc. Et on oublie ces spécialistes-là, n'oublient pas ça. Après. Mais si, malheureusement si, parce que même les spécialistes, quand ce ne sont pas des gens qui s'intéressent au problème des fondements même, ils sont prisonniers, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont prisonniers de l'image, comme dit Michel, qui est donnée par les manuels standards. Et même Feynman, encore une fois, avec tout respect qu'on aura à Feynman, dans certains de ses textes, il fait cette erreur-là quand il analyse lui-même l'histoire des trous de Young. Il dit des choses qui ne sont pas explicites, mais qui peuvent s'interpréter comme le fait qu'à un moment donné, il dit c'est soit une particule, soit une onde. Et là, c'est le comportement particule. Là, c'est le comportement onde. Mais pas du tout. Il n'y a pas un comportement particule qui passe par un chemin ou un comportement onde qui passe par les 2 chemins. Dans tous les cas, avant la mesure, c'est la même fonction d'onde qui est une superposition des 2. Et même Feynman, de manière un peu plus légère, mais laisse sous-entendre quelque chose de faux. Wheeler, clairement, ce qu'il dit est faux. Et l'autre préjugé qui est mis en œuvre là-dedans, c'est celui que tu as dit, c'est-à-dire que quand on a fait une mesure, ça veut dire qu'on a trouvé la valeur réelle qui appartient à... C'est exactement ça. Mais malheureusement, dans beaucoup d'articles, même récents, et dans beaucoup de manuels, on voit que dans l'expérience des trous de Young, quand un détecteur a cliqué, ça veut dire la particule est passée par tel trou. La particule. Et c'est écrit et passé par ce trou. Or ça, c'est une erreur, comme tu dis, Jean, c'est une erreur de débutant, et pourtant, elle est faite par un grand nombre de physiciens qui sont loin d'être des débutants, qui sont même des physiciens expérimentés. Je ne suis pas le seul à avoir écrit des papiers. J'ai découvert, après avoir écrit mon papier, j'ai découvert qu'il y avait 2 ou 3 autres papiers qui avaient déjà dénoncé ce qu'ils appellent the fallacy. C'est une véritable erreur. Alors, dans ce cas-là, les expériences à choix retardé, on voit qu'elles ne posent aucun problème. Elles s'interprètent en mécanique quantique standard de manière assez simple. Simplement en évitant l'erreur qui consiste à dire que quand on mesure quelque chose, on mesure ce qui était déjà là avant. Ça serait la même erreur qui consisterait à dire que si on mesure le spin d'une particule qui est dans un état superposé sur une direction, eh bien quand on l'a mesuré, c'est parce que déjà il était cette valeur avant. Et tout le monde dit que c'est faux. Eh bien là, pourtant, cette erreur-là est faite par tout le monde. Alors, j'avance.
sur la suite. Alors voilà le dispositif expérimental un peu plus compliqué qui va nous intéresser. Alors celui-là, je vais vous le décrire brièvement, puis je reviendrai dessus après. En fait, on a ici une source de photons qui passe ici à travers ce qu'on appelle un convertisseur d'ondes paramétriques, donc qui en fait a la particularité qu'un photon qui arrive ici, il est converti en 2 photons intriqués d'énergie moitié pour chacun d'entre eux. Ce qui fait qu'ici on part d'un photon, mais qu'ensuite pour chacun des trous qui sont ici, on va avoir ce convertisseur qui va convertir chacun de ces photons en 2 photons intriqués, un qui part ici pour être mesuré par un dispositif qui joue le rôle d'un écran, et l'autre qui part vers le bas pour rentrer dans cette sorte d'interféromètre, et qui va permettre de mesurer, avec des détecteurs D1, D2, D3, D4, les coïncidences entre celui qui arrive ici et son jumeau, parce qu'on calcule le temps et on est parfaitement capable d'identifier pour ce photon qui arrive ici, lequel est arrivé à quel endroit, et on va voir les coïncidences entre les deux. Alors ce qui se passe dans ce dispositif-là plus compliqué est assez amusant, parce qu'on va, comme d'habitude, on fera apparaître nos amis Bob et Alice, dont on reparlera tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les impacts ici qui sont pris en compte sur le détecteur là, qui se déplace et qui joue le même rôle qu'un écran, ça revient même, eh bien on voit une espèce de brouillon comme ça où on voit rien de spécial. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on relie, quand on corrèle les impacts au clic de chacun des détecteurs, on a la chose suivante. Pour les détecteurs D3 et D4, on a toujours un espèce de fouillis comme ça où rien n'apparaît. Mais pour les détecteurs D1 et D2, là pour le coup, tous les photons corrélés avec ceux qui ont fait cliquer D1 donnent des figures d'interférence sur l'écran, et tous les photons qui ont fait cliquer D2 donnent des figures d'interférence sur l'écran. Avec une subtilité qui est, oui, alors je vais revenir là, avec une subtilité qui est la suivante, je vais vous montrer ça ici, c'est que en fait, la raison c'est que si vous avez ici ce miroir semi-réfléchissant, eh bien, ce qui arrive sur D1 ou D2 peut avoir parcouru 2 chemins. Parce que pour arriver sur D1, on peut soit arriver par ici, soit arriver en ayant rebondi à travers l'écran, le miroir. En revanche, sur c'est D3 et D4, eh bien là, il n'y a qu'une seule possibilité pour le photon. Pour arriver sur D4, la seule possibilité, c'est d'avoir rebondi ici, et sur D3, c'est d'avoir rebondi ici. Ce qui veut dire que D3 et D4 sont des détecteurs qui, quand ils cliquent, ne peuvent être associés qu'à des photons qui ont parcouru un chemin, parce qu'il n'y a qu'une seule route pour y arriver, alors que sur D2 et D1, eh bien, si le miroir est là, pour chacun des deux, les photons peuvent théoriquement avoir suivi 2 chemins, et si on enlève le miroir, là pour le coup, tous les détecteurs sont équivalents, et chacun est associé à un photon qui n'a suivi qu'un seul chemin. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde ici les impacts, si on veut faire apparaître les interférences, eh bien, on voit bien que tout ce qui est lié à D3 et D4 ne donne pas d'interférences. Et quand j'ai expliqué que ce qui était lié à D1 et D2 donne des interférences, c'est vrai, mais les figures d'interférence sont décalées de pi. Ce qui veut dire que si vous superposez ces 2 schémas d'interférence, vous ne voyez plus rien. Et donc le seul moyen de les voir, c'est d'isoler dans tous ces impacts-là uniquement les photons qui sont corrélés à D1 pour faire apparaître cela, ou les photons corrélés à D2 pour faire apparaître cela. Si vous prenez la somme des deux, de nouveau, vous ne voyez plus rien, c'est brouillé. Et ça va être extrêmement important, je peux le dire tout de suite, parce que si ça n'était pas le cas, on aurait effectivement un moyen de communiquer du futur vers le passé. Comment on ferait? Eh bien, la mesure qui est faite ici peut être bien plus tard que celle qui est faite ici. Par conséquent, puisque quand on met le miroir ici, on peut créer des figures d'interférence, et que quand le miroir n'y est pas, il n'y a pas de figure d'interférence, il suffirait de dire, dans 100 ans, je déciderai si oui ou non j'ai mis le miroir, mais dès aujourd'hui, je fais ma mesure. Et si le miroir est mis dans 100 ans, il y aura des interférences que je peux voir tout de suite. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que pour faire apparaître les interférences, il faut avoir le résultat de la mesure qui est ici pour faire le tri. Et donc, ça élimine toute possibilité de communiquer, ce qui est bien dommage,
de communiquer du futur vers le passé. Alors, maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est que on est... C'est analogue à la téléportation. Oui, de certains côtés, oui. Voilà. Alors, ce que je voudrais maintenant montrer, je vais revenir dessus pour donner une explication plus claire, mais qui nécessite, parce que dans le cas des particules intriquées, il n'y a pas une explication, contrairement à ce qu'on lit quelquefois, où il y a des explications qui sont superficielles. Moi, je suis frappé de voir à quel point on peut lire des articles dans lesquels les explications qui sont données n'en sont pas. C'est-à-dire, on se contente d'une phrase. Bon. Et là, la phrase qu'on entend souvent dans ce cas-là, c'est de la post-sélection. Point final. Oui, c'est pas faux, mais et alors? Il faut aller plus loin. Or, les gens s'arrêtent après avoir dit c'est de la post-sélection. Et on reste sur sa fin. Donc, je vais essayer d'aller plus loin. Je voudrais avant expliquer pourquoi je vais aller vite là-dessus, parce que vous connaissez tous ça et parce que j'en ai déjà parlé, pourquoi je ne suis pas satisfait des interprétations habituelles et pourquoi je propose le solipsisme convivial. C'est essentiellement lié au problème de la mesure en général, mais principalement aussi, et on est dans ce cas-là, au problème de l'intrication entre particules. Dans le cas simple d'une situation EPR, qu'est-ce qui ne va pas dans les explications habituelles? Bon, on sait très bien, bon, je ne reviens pas sur le PR que tout le monde connaît par cœur, ce qui est quelquefois dit, c'est que le collapse créé par la première mesure entraîne instantanément un collapse sur la deuxième particule qui est intriquée. Bon, cette présentation est erronée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle se place dans un cadre réaliste où on suppose que le collapse c'est une action physique qui va avoir une influence sur l'état physique du système, et si c'était le cas, on serait en train de violer vraiment la relativité. Deuxièmement, parce que quand on dit la première mesure cause le collapse du deuxième, ça pose un vrai problème quand les deux mesures sont séparées par un intervalle de genre-espace, parce qu'aucune des deux ne peut être dite être la première. Bon. Alors, toutes ces choses qui sont habituellement dites aboutissent à cette fameuse mise en avant de la non-localité, et puis ensuite, les gens glosent sur cette non-localité en se posant des questions par rapport à la relativité, etc. Et ils se persuadent que finalement, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi il n'y a pas de problème? Premièrement, la réponse qui satisfait beaucoup de gens, c'est « Mais non, ça ne viole pas la relativité, parce qu'il n'y a aucun moyen d'utiliser ça pour faire de la communication. » Bon, ce qui est vrai, parce que le résultat de mesure étant aléatoire, on ne peut pas s'en servir pour communiquer un message qu'on aurait prévu de communiquer à l'avance. Mais, en même temps, ce n'est pas satisfaisant du tout, parce que, d'abord, comme je viens de le dire, si le collapse considère vraiment l'état physique, il y a quand même un problème, parce qu'il y a une modification physique qui se produit instantanément. Et deuxièmement, parce que c'est un exemple que j'avais donné lors de ma dernière conférence, imaginez que vous ayez un lancer de pile ou face, ici, donc avec un résultat non prévisible, c'est du pile ou face. Et vous avez sur la galaxie d'Andromède un dispositif qui fait que quand la pièce tombe sur pile ici, elle tombe sur pile là-bas aussi instantanément, et vice-versa. On ne pourrait pas utiliser ça pour communiquer un message, puisque c'est aléatoire. Mais on trouverait ça quand même étrange, qu'on soit capable de synchroniser instantanément, sans que ça ait été fait au départ par un dispositif quelconque, un lancer de pile ou face ici et un lancer de pile ou face dans la galaxie d'Andromède. Ça paraît très étrange. Or, c'est exactement ce que fait l'intrication. Donc il y a de toute façon un problème. On ne peut pas dire simplement on ne peut pas s'en servir pour communiquer, ça ne suffit pas. Se contenter de ça, ça me paraît vraiment un peu simpliste. L'autre raison qui est souvent invoquée, c'est de dire mais non, il n'y a pas de causalité là-dedans, c'est une simple corrélation. Et corrélation n'est pas causalité. Et ça, c'est aussi une erreur, non pas que corrélation égale causalité, mais cette explication ne marche pas dans ce cas-là, parce que quand on dit que corrélation n'est pas causalité, c'est en fait parce que deux événements qui sont corrélés et qui ne sont pas causes l'un de l'autre, sont en fait liés à une cause commune. C'est ça qui fait une corrélation non causale. Mais dans le cas de l'intrication, on n'a pas le droit d'utiliser cela. Pour la bonne raison que si on utilisait cela, ça voudrait dire qu'il y a des variables cachées. Or, d'après les inéquités de Bell, les variables cachées locales sont exclues. Par conséquent, l'idée consistant à dire que cette corrélation n'est pas une causalité, comme s'il y avait une cause commune, elle est par définition même exclue du cadre de la physique quantique. Donc cette deuxième explication qui satisfait un certain nombre de gens n'est absolument pas convaincante non plus. Bon.
Donc tout ça fait que il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, surtout quand on veut rester dans un cadre réaliste. Et j'ai là, je ne vais pas les lister une par une, j'ai là une liste de questions que pose le problème de la mesure. Évidemment, le problème de base, c'est quand doit-on utiliser l'équation de Schrödinger ou quand doit-on utiliser le principe de réduction. Mais toutes les questions qui sont listées là sont des questions auxquelles il faut répondre et auxquelles les interprétations habituelles ne répondent pas, surtout dans un cadre réaliste. Alors, il y a maintenant, encore une fois, je mets de côté la théorie de Bohm, la théorie du collapse spontané, etc., qui sont d'autres théories que je n'examinerai pas ici. Il y a maintenant des possibilités, même dans un cadre non modifié, de réfléchir à cela de manière un peu plus profonde. Et c'est notamment toutes les interprétations qui sont liées à ce qu'on appelle les interprétations épistémiques, qui donnent au vecteur d'état un statut différent du statut que lui donnent les théories réalistes. Et notamment quand on dit que le vecteur d'état ne représente pas l'état physique du système, mais représente, sous des formes qui sont très variables selon les différentes interprétations, parce qu'il y en a beaucoup, des interprétations épistémiques, mais ça représente d'une certaine manière la connaissance que peut avoir l'observateur. Bon. Alors moi je vais me placer dans quelque chose qui est intermédiaire à cela et qui se rapproche de cela, mais qui n'est pas exactement non plus épistémique, parce que j'ai un certain nombre de critiques que je ne pourrais pas détailler ici, ça serait beaucoup trop long, à faire aux interprétations épistémiques. Et je vais maintenant présenter mon interprétation, sans me soucier des autres. La critique et la comparaison avec les autres interprétations, ce serait un autre exposé, que d'ailleurs j'ai fait par ailleurs. Alors, je vais ici expliquer rapidement le solipsisme convivial. Je vois que le temps passe à une vitesse folle, je ne vais encore pas avoir le temps de finir ma présentation. Je vais aller très vite. Je rappelle que le solipsisme convivial, initialement, a été proposé par Bernard d'Espagna sous une forme un peu plus restreinte, mais ça vient d'une idée de Bernard d'Espagna qu'il a proposé en premier il y a bien longtemps, c'était en 1971, dans son premier livre, Conceptual Foundations of Quantum Mechanics. Et l'idée est la suivante. Je prends ici la fonction d'onde d'un système phi, c'est l'état du système, qui a interagi avec un appareil A. J'ai mis l'environnement aussi pour faire bonne mesure, puisque l'environnement est utile pour la décohérence et que je m'en sers, et l'observateur ici. Et en fait, ce qui se passe quand il y a interaction entre le système, l'appareil, l'environnement et l'observateur, en toute rigueur, si on est dans le cadre strict de l'équation de Schrödinger, on a une intrication de ce type-là, après la mesure, en quelque sorte. Et dans le solipsisme convivial, exactement comme dans l'interprétation d'Everett, il n'y a pas de réduction physique. Donc tout reste superposé. Donc là, je suis conforme à ce que postule Everett au départ. Maintenant, comment est-ce qu'il est alors possible d'obtenir un seul résultat? Puisque c'est bien joli de dire que tout est superposé, mais à un moment donné, il faut donner l'explication du fait qu'on n'en voit qu'un. Et là, eh bien, l'idée est très simple. L'idée est très simple, et contrairement à Everett qui suppose que l'observateur, selon les interprétations d'Everett, parce qu'il y a plusieurs interprétations d'Everett lui-même, mais on va dire l'univers, l'observateur, l'esprit de l'observateur, tout ce qu'on veut se scinde en autant de possibilités simultanées qui sont juxtaposées qu'il y a de résultats possibles. Moi je dis qu'il n'y en a qu'un seul de résultat, et je dis que notre cerveau n'est pas capable de percevoir directement des états superposés, et que quand nous regardons un état superposé, nous ne pouvons percevoir qu'une seule des composantes de cette superposition. Et alors curieusement, notre ami Lev Vedman, qui est intervenu il y a deux séances ici, a dit la même chose. La raison pour laquelle nous ne voyons pas de superposition n'est pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que nous ne sommes pas capables d'expérimenter ou de ressentir différents états simultanément. Donc Lev Vedman dit cela. Et pourtant, il en tire une conclusion inverse de la mienne, puisque vous savez que c'est un ardent supporter d'Everett. Et moi, je dis que oui, je suis d'accord avec Lev Vedman sur le fait qu'on ne peut pas percevoir simultanément des choses, c'est superposé, mais qu'en revanche, il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs observateurs, il n'y a pas besoin de passer par les multivers d'Everett. Alors, comment ça marche? Regardez cela. Bon. Alors, on va faire un petit sondage. Dites-moi, levez la main pour ceux qui la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour l'instant, oui, mais je sais que ça va changer. Et ceux qui la voient tourner dans le sens inverse? Voilà.
Bon. Presque égalité. Il y a presque égalité. Non, Une chose sur deux. ça fit. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est alternatif. C'est évidemment une image, il ne faut pas la pousser trop loin, mais ça montre clairement qu'ici on a quelque chose que notre cerveau interprète dans un certain sens. D'ailleurs, vos cerveaux ne les ont pas interprétés de la même manière. Et si on pose la question là, mais dans quel sens elle tourne vraiment cette danseuse? Il n'y a pas de réponse. Ça n'est pas une danseuse qui tourne dans un sens. C'est un mouvement. Je ne sais pas comment ils ont fabriqué ça, c'est très très bien fait. C'est un mouvement qui donne l'illusion, dans certains cas, de trouver dans un sens et dans notre cas, de tourner dans l'autre. D'ailleurs, avec un peu d'entraînement, même si ça donne mal à la tête, on arrive à renverser le sens dans lequel tourne la danseuse. Et c'est simplement, je me sers de cette image pour montrer que si on considère que ça c'est l'image d'un mouvement superposé, eh bien notre cerveau va en sélectionner sans que nous sachions nous-mêmes pourquoi et sans qu'on ait vraiment un contrôle là-dessus, bien qu'on ait quand même un petit contrôle parce qu'on arrive à changer de sens. C'est un moyen d'avoir une sorte d'image de ce que ça veut dire qu'avoir quelque chose de superposé dont notre cerveau, de manière totalement inconsciente, va sélectionner une partie. Eh bien, je prétends que c'est ce qui se passe avec les états superposés. Et là, Leif Vedman ou Everett dirait il y a une partie de moi qui la voit tourner dans un sens, mais quand j'ai regardé cette danseuse, je me suis coupé en deux. Et j'ai un autre, moi-même, qui la voit tourner dans l'autre sens. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Il n'y a pas besoin de supposer qu'il y a deux personnes. Il suffit de dire, à un moment donné, pour des raisons que nous ne sommes pas capables aujourd'hui, parce que la neurobiologie, la neurophysiologie, les sciences cognitives n'en sont pas encore à ce stade, on n'est pas capable de décrire précisément le mécanisme physico-chimique qui crée cela. Peut-être qu'un jour on y arrivera, j'espère. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de le décrire. Il n'empêche que notre cerveau sélectionne une seule image et on ne se dédouble pas du tout. C'est la même chose, je pense, qui arrive avec une mesure d'un état superposé. Alors, je vais aller assez vite maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans le solipsisme convivial? Eh bien, quand on a des états superposés, tout reste superposé. Le monde, l'univers reste superposé. Maintenant, lorsque nous faisons une mesure, eh bien, une mesure n'est rien d'autre que la prise de conscience à un moment donné, parce qu'on a regardé quelque chose, d'une des composantes de cet état superposé. Alors, ça résout le problème de la mesure d'une manière simple. C'est que, vous savez que le problème de la mesure vient du fait qu'on n'est pas capable en mécanique quantique de donner une règle formelle rigoureuse qui permet de dire dans quel cas on utilise l'équation de Schrödinger et dans quel cas on utilise le principe de réduction. Moi, je donne une règle. C'est tout simplement que l'équation de Schrödinger est universelle et qu'elle s'applique physiquement au monde, mais que lorsque un observateur prend conscience d'un résultat, on utilise le principe de réduction. Ça n'est pas du tout une action physique, c'est une action épistémique. Et donc le principe de réduction est épistémique, alors que l'équation de Schrödinger est une équation physique. Bon, je prends beaucoup de précautions parce que je pense que Michel va m'attaquer en me disant que je deviens réaliste, parce que j'ai l'air de décrire les choses comme s'il y avait une vraie réalité avec une vraie équation de Schrödinger. Mais pour cette présentation, je préfère séparer les choses, ensuite il y a des nuances, mais qui demanderaient un peu plus de développement. Alors, ici, qu'est-ce que je dis? Une mesure n'est rien d'autre que le fait pour un observateur de regarder un état superposé et de percevoir une seule de ses composantes. Rien de physique dans une mesure. Rien de physique n'arrive. Alors, les points importants. Je vais là aussi aller très vite. Le monde, si on peut parler du monde, reste complètement intriqué. Et un observateur doit traiter les autres observateurs exactement comme n'importe quel système physique. C'est-à-dire qu'un observateur, dans ce cadre-là, doit être traité par les autres, si moi en tant qu'observateur, de mon point de vue, et évidemment mon point de vue n'a rien de privilégié, vous avez vous le vôtre, mais mon point de vue à moi, c'est que vous n'êtes que des systèmes physiques qui êtes dans des états superposés. En revanche, lorsque je vous interroge, c'est exactement la même chose, parce qu'une interrogation, ça passe par des moyens physiques, c'est donc une interaction physique. C'est exactement la même chose de vous interroger pour vous demander ce que vous avez vu, que de regarder l'aiguille d'un écran. L'aiguille d'un écran, elle est, selon l'équation de Schrödinger, dans un état superposé, mais quand moi je vais la regarder, je vais la voir dans une seule position. Vous-même, vous êtes dans des états superposés, et lorsque je vais communiquer avec vous, je vais sélectionner dans vos états superposés l'état
qui va correspondre à votre réponse. Bien évidemment, c'est valable de tous les côtés, c'est-à-dire que notre observateur vis-à-vis de moi va pouvoir jouer un rôle exactement identique. Le point extrêmement important, c'est que nous n'avons pas accès aux perceptions directes des autres observateurs. C'est dans ce sens-là que c'est un solipsisme, parce que le monde que je perçois est un monde que je perçois moi, mais pour lequel je n'ai strictement aucun moyen de savoir si les autres perçoivent la même chose, parce que je n'ai pas accès aux perceptions directes des autres. Je n'y ai accès que par la communication qui est une mesure, et pour moi les autres sont superposés, même si évidemment quand je parle avec eux, je les mesure et donc je vais obtenir une réponse précise. Ça c'est un point extrêmement important pour la suite. Donc le solipsisme convivial repose sur deux principes. Ce que j'appelle le mécanisme d'accrochage, qui est cette histoire consistant à regarder un état superposé et à voir une seule de ses composantes, et c'est un acte mental, privé, et ce que j'appelle les états sont relatifs, et ça c'est assez commun avec pas mal d'autres interprétations épistémiques, comme le cubisme, ou comme l'interprétation relationnelle, dans laquelle il est explicitement dit dans ces autres interprétations que les états qu'on utilise sont relatifs à l'observateur qui va les utiliser. Ça c'est très clairement dit par d'autres. C'est pas une particularité du solipsisme convivial. Ça, je partage ça avec les autres interprétations épistémiques. Alors, je vais aller vite parce qu'en fait, il va en rester très peu de temps. Je vais passer là-dessus. Je voudrais simplement expliquer comment ça règle le problème de... tout ça, je vais le passer. Une chose importante sur laquelle j'insiste, même si je n'ai pas eu le temps d'assez la détailler, c'est véritablement le fait que une mesure est relative à un observateur et que le résultat de la mesure qu'il obtient lui est propre. Et que quand il va vérifier si un autre observateur, pour des mesures qu'il est censé déjà lui avoir vues, va trouver la même chose, eh bien, dans la mesure qu'il va faire de cet autre observateur, le formalisme quantique, c'est les slides d'avant, mais je n'ai pas le temps de m'appesantir dessus, montre qu'il va forcément entendre un résultat qui est en conformité avec ce qu'il a vu. Et c'est en ce sens-là que c'est convivial, parce qu'il n'y a pas de conflit. Même si les expériences de chacun sont purement privées, contrairement à ce qui se passait tout à l'heure, c'est la limite de l'image, avec la danseuse où on était en désaccord, dans le cas de la mécanique quantique, le formalisme impose le fait que quand on va parler, on sera d'accord. C'est la limite de l'image de la danseuse de tout à l'heure. Bon. À partir de là, dire que nous sommes d'accord ne veut pas dire que nous avons vu la même chose. Pourquoi ? Parce que dire nous avons vu la même chose est en fait une phrase interdite. Il faut voir la conséquence de ce type d'idée qui est assez radicale. Nous ne pouvons pas parler simultanément des perceptions de deux individus différents qui seraient une sorte de méta-observateur qui serait capable d'observer simultanément ce qu'a perçu Alice et ce qu'a perçu Bob. Ça n'existe pas, ce qu'on appelle quelquefois de code point of view, il n'y en a pas. Donc toute phrase dans ce cadre-là doit être indexée par un observateur donné. Aucune phrase qui est indexée avec deux observateurs n'est licite. Et dire, mais comment se fait-il qu'il est possible que Bob ait vu plus, Alice ait vu moins, que quand ils se parlent ils sont d'accord, est une phrase qui n'est pas autorisée, parce qu'elle mentionne dans la même phrase la perception d'Alice et la perception de Bob, ce qui n'est pas autorisé. Toute phrase doit être indexée, ça c'est le point le plus important, toute phrase doit être indexée par l'observateur qui l'énonce. À partir de là, on va revenir sur la conception que ça donne du monde. Il me restera 10 minutes pour revenir sur le passé. La conception du monde à laquelle on aboutit est la suivante. On a tout d'abord ce que j'appelle la réalité empirique, qui n'est pas tout à fait, on avait eu ces discussions à l'époque avec Bernard d'Espagna, ce que lui appelle la réalité empirique. La réalité empirique dans ce cadre-là, c'est en fait l'ensemble des potentialités qu'un observateur peut actualiser lors d'une mesure ou d'une observation. Cette réalité empirique, elle est d'une certaine manière décrite par la fonction d'onde globale qui est propre à l'observateur, hein, toujours relative, mais elle est décrite par cette fonction d'onde intriquée. C'est ce qui, chez Everett, est appelé la Universal Wave Function. Voilà, ça joue le même rôle en quelque sorte.
de cette fonction d'onde intriquée qui décrit d'une certaine manière la réalité empirique, qui est tout ce à quoi un observateur peut avoir accès, eh bien, l'observateur crée une réalité que j'ai appelée phénoménale. Et cette réalité phénoménale n'est rien d'autre que le résultat de toutes les observations que l'observateur en question a fait sur cette réalité intriquée, et qui sont la somme de ses perceptions. Et en fait, elle est décrite par une sorte d'arborescence, avec tous les résultats de mesures qu'on a fait, et qui se ramifient en fonction des nouvelles mesures qui arrivent. Et donc la réalité phénoménale est en fait, par rapport à tout ce qui est possible dans la réalité empirique, l'arbre précis de toutes les mesures qu'a faites l'observateur et avec les résultats qu'il a obtenus. Donc ce que nous appelons habituellement dans le langage courant, et ce qui nous guide dans la vie quotidienne, notre réalité, c'est en fait la réalité phénoménale, pas la réalité empirique, qui nous est en tant que telle inaccessible, parce qu'elle, elle est totalement intriquée, superposée. Alors, je viens maintenant rapidement au paradoxe EPR, et là, on va comprendre pourquoi ça permet de résoudre le problème, mais ça, je le partage aussi avec d'autres interprétations, comme le cubisme, qui a une explication qui ressemble à cela. Divergente avec le cubisme, on ne va pas y venir ici, on les connaît, on en a beaucoup discuté, et ça c'est un autre sujet. Mais là-dessus, je partage avec le cubisme l'explication qui est donnée sur la non-existence de la non-localité, qui est la chose suivante, c'est que les corrélations EPR ne sont pas un effet physique avec une action instantanée à distance du tout, pour la bonne raison que, en fait, oui, non, je vais l'expliquer, je n'ai pas fait slide là-dessus. En fait, comment va-t-on pouvoir se rendre compte que la corrélation existe? Je vous rappelle que les mesures sont relatives à un seul observateur. Donc prenons Alice. Alice va mesurer plus dans les deux particules intriquées. Eh bien, quand est-ce qu'elle va se rendre compte que Bob a mesuré moins? Uniquement lorsqu'elle va plus tard rencontrer Bob, qu'elle va lui parler, donc le mesurer, et qu'elle va obtenir le résultat de mesure en question. Ce résultat de mesure en question est tout simplement donné par le fait que la fonction d'onde qui décrit l'intrication impose que lors d'une mesure, si elle a trouvé plus à un moment donné, plus tard elle trouvera moins, et vice-versa. En revanche, on va dire la conséquence contrefactuelle de dire si Alice ne va pas mesurer, néanmoins Bob avait lui-même mesuré déjà, et c'était déjà là dans le passé, est une conséquence qui est erronée. Sur le cas EPR, ça ne se voit pas aussi facilement. Beaucoup de gens continuent à dire, ils sont gênés par ça. Je vais vous donner un exemple où ça va être limpide. Dans le cas EPR, quand on parle de ça, c'est vrai aussi, mais on a plus de mal à convaincre les gens parce qu'il y a une correspondance biunivoque entre ce qu'on trouve d'un côté et ce qu'on trouve de l'autre. Et donc il est extrêmement difficile pour les gens d'accepter qu'à partir du moment où il y a une correspondance biunivoque, si j'ai obtenu un résultat ici, je sais que j'obtiendrai l'autre, et donc dire qu'il n'était pas déjà là, ça les gêne. Mais je vais vous montrer explicitement tout à l'heure un cas où justement on a obtenu un résultat là et l'autre il n'est toujours pas obtenu, même s'il est supposé s'être passé avant. Bon, j'ai besoin d'une autre équation pour vous montrer ça. Alors, ici je vais sauter tout ça. Bon, je reviens ici à mon expérience. Oui, j'ai encore 5 minutes, 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer que cette expérience de gomme quantique est en fait un cas de situation EPR généralisée. Justement, le cas qui va nous intéresser, parce que c'est un cas où il n'y a pas une correspondance biunivoque. Le cas EPR est trop simple. On a tellement une correspondance plus, moins, plus, que du coup, ça gomme, sans jeu de mots, ça gomme un certain nombre de subtilités qui disparaissent. Et là, on va les faire réapparaître. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut reconnaître une interférence que lorsqu'on a fait le tri dans le brouillard de tous les points qu'on a sélectionnés, de ceux qui sont corrélés à des 1, des 2, des 3 ou des 4. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, je suis désolé, je suis obligé de faire un petit peu de maths, mais c'est indispensable pour comprendre. Alors, je vais expliquer. Ici, on a tout simplement le vecteur d'état du photon qui est passé soit par la fente du haut, soit par la fente du bas, upper et low. Ici,
je l'ai écrit après le convertisseur d'onde paramétrique, puisque le photon qui est passé par la fente du haut, il est découpé en 2 photons d'énergie moitié chacune, un qui part vers le haut et un qui part vers le bas. Donc ce symbole-là, c'est le photon qui est passé par la fente du haut et qui va vers le détecteur de position. Ce photon, c'est le même, qui est intriqué, mais qui va dans l'interféromètre. Pareil ici pour la fente du bas. Et ici, vous me ferez grâce des facteurs de normalisation qui sont corrects. Donc je ne vous explique pas pourquoi il y a des 1,5 et des 1 sur 2 racines de 2, mais vous pouvez vérifier que c'est bien normé. Il n'y a pas de problème. Et on a en fait le fait que le photon qui est allé vers le haut, le photon ici qui est allé vers le bas, lui il peut déclencher le détecteur 4, 1 ou 2 avec ses coefficients qui, là je vous demande de me faire confiance. Idem pour le photon qui est parti vers le bas mais en étant passé par la fente d'en bas et qui s'écrit comme ça et qui ne peut déclencher que les détecteurs 1, 2 et 3. Évidemment, quand on découvre l'équation comme ça, on se dit d'où ça sort, mais bon, en 5 minutes, on peut refaire le truc et montrer que c'est bon. Bon, faites-moi confiance là-dessus. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, tout simplement, je vais le réécrire sous une forme analogue à la forme classique EPR. Et quand je le réécris sur la forme classique, donc je vous rappelle, hein, EPR, état singulier, c'est cette forme-là, je vais le réécrire sous une forme qui y ressemble. J'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens quelque chose qui montre que ici, le détecteur 1, il va être couplé à un photon qui va vers le haut. Le détecteur 2, idem, mais en étant superposé ici. Le détecteur 3, avec uniquement des photons qui sont arrivés par le bas. Et le détecteur 4, avec des photons qui sont uniquement arrivés vers le haut. Donc ça me permet d'écrire les choses d'une forme qui est généralisée par rapport à cela. C'est qu'un photon qui est détecté en 1 est intriqué avec un photon qui est dans un état superposé. Un photon qui est arrivé en 2 est intriqué avec un photon qui est arrivé dans un état superposé aussi. En revanche, un photon arrivé en 3 ou en 4 est intriqué avec un photon dont on sait pertinemment par quel trou il est passé. Alors, c'est ça qui va nous permettre d'expliquer pourquoi on a des interférences ou pas, et pour quelles raisons on peut faire ce choix au dernier moment sans pour autant d'avoir des faits dans le passé. Alors, j'en viens à l'explication maintenant ici. Si je mets le miroir, j'ai la fonction d'onde que je viens de vous décrire. Si j'enlève le miroir, en revanche, c'est beaucoup plus simple, j'ai plus d'interférence, et la fonction d'onde, elle est homogène, elle est uniforme. C'est une fonction d'onde dans laquelle, pour chacun des détecteurs, il n'y a qu'un seul chemin possible. Il n'y a pas de superposition. Bon. Or, lorsque, on va imaginer qu'Alice fait sa mesure très longtemps après Bob, ce qui est le but de l'expérience à choix retardé, et qu'on met le miroir ici, au dernier moment. Ce qui veut dire que, imaginons, Bob a enregistré tous ses photons, il a enregistré 1 million de photons. Et il a son enregistrement, c'est bien marqué sur un papier, sur une feuille, tout est beau. 100 ans plus tard, Alice décide, elle, de mesurer les photons intriqués, mais grâce à une technologie que nous n'avons pas encore, on est quand même capable, même 100 ans plus tard, de corréler les deux. 100 ans plus tard, c'est elle qui va décider si elle met ou pas le miroir. Et ce qu'on va constater, c'est que même si elle fait sa mesure ici 100 ans plus tard, eh bien, tous les photons qui seront avec, si elle met le miroir, tous les photons qui seront avec 1 vont montrer les interférences, tous les photons avec 2 vont montrer les interférences, et les autres n'en montreront pas. Et la question qu'on peut se poser, et c'est comme ça que c'est présenté dans les articles, c'est de dire, c'est quand même extraordinaire, ici on a fait la mesure aujourd'hui, Alice elle décide 100 ans plus tard si elle met le miroir ou pas, et pourtant, on a des interférences ou pas selon qu'elle ait mis le miroir ou pas. Donc, il y a vraiment un effet rétroactif vers le passé. En réalité, cela est faux, parce que voilà ce qui se passe pour Alice. Alice, elle utilise ces détecteurs-là et elle demande ensuite à Bob quel résultat il a obtenu. Dans la conception que j'ai présentée, Alice a fait sa mesure sur les détecteurs, elle a trouvé certains résultats, et tant qu'elle n'a pas fait la mesure elle-même, soit de Bob, soit de l'autre particule intriquée, eh bien, il faut se référer à la fonction d'onde qui est ici, s'il y a le miroir, pour dire quel est l'état du photon.
s'il y a le miroir et qu'elle a trouvé 1 avant qu'elle mesure l'autre particule reste dans cet état superposé. Donc lorsqu'elle va faire ensuite, quand elle va demander à Bob 100 ans plus tard, quel est le résultat qu'il a obtenu, c'est équivalent pour elle à faire la même mesure que Bob, parce que Bob c'est rien d'autre qu'un appareil de mesure. Et comme l'autre photon est dans un état superposé, sur un grand nombre de photons, elle va voir des interférences. Mais ces interférences viennent du fait que le fait même qu'elle fasse une mesure ici, 100 ans plus tard, avec ce dispositif expérimental, qu'elle décide 100 ans plus tard, fait en sorte que la bonne fonction d'onde est celle-là. Mais cette bonne fonction d'onde, elle est 100 ans plus tard. Elle ne se décide pas à ce moment-là. Alors que si elle ne met pas le miroir, la bonne fonction d'onde, c'est celle-là. Et vous voyez que si elle ne met pas de miroir, quand elle va mesurer 1, elle va se retrouver avec un faisceau intriqué qui est uniquement sur un seul chemin. Donc elle ne verra pas d'interférence. Mais pour comprendre cela correctement, il faut vraiment se mettre dans l'hypothèse que tant qu'Alice n'a pas fait sa deuxième mesure, il ne s'est rien passé. Si on dit que lorsque Bob a fait sa mesure ici, eh bien réellement, physiquement, il s'est passé quelque chose et que c'est fini, là il y a un vrai problème. Ça ne marche plus. Alors ça c'est le point de vue d'Alice. Maintenant, alors je dis ça c'est un exemple, et je vais y revenir en conclusion, c'est un exemple d'événement passé, d'événement que Bob a fait 100 ans avant, qui est en fait non défini lorsque Alice fait sa mesure 100 ans plus tard, et qui va se déterminer lorsque 100 ans plus tard, Alice va faire sa mesure sur Bob, et qui va nous permettre rétroactivement d'inférer le fait que tout est comme si, à l'époque, ça avait déjà été le cas, mais ça n'était pas encore le cas, parce que ça s'est déterminé qu'au moment où Alice a fait sa mesure, c'est-à-dire 100 ans plus tard. Et pendant tout l'intervalle de temps qui s'est écoulé, les photons étaient dans un état indéterminé, même si Bob a fait une mesure. Parce que pour Alice, le fait que Bob ait fait une mesure, ça n'a aucun sens en termes de mesure, ça a juste un sens en termes d'intrication de Bob et des photons. Alors là où on a quelque chose d'aussi très intéressant, c'est le point de vue de Bob, qui est de l'autre côté. Bob, lui, il a fait sa mesure depuis longtemps. Et il les a, c'est sur son feuille de papier, il a tous ses impacts. Et ensuite, quand Alice va lui dire, maintenant, voilà, pour ce photon, c'est ce détecteur, etc., s'il y a le miroir, il va effectivement constater qu'il y a des interférences. S'il n'y a pas de miroir, il ne verra pas d'interférence sur sa propre feuille à lui. Comment est-ce qu'il peut expliquer ça? C'est pas tout à fait la même explication, parce que c'est dans l'autre sens cette fois-ci. Et ça paraît encore même plus étrange. Dans ce sens-là, ça paraît encore plus flagrant que dans le sens inverse. Et la raison, le terme qui est employé est bon, sauf que les gens s'arrêtent en cours de route et ça ne suffit pas, c'est effectivement de la post-sélection. Mais comment elle marche? Alors elle marche comme ça. Voilà, vous avez ici des impacts. Ça, c'est Bob a enregistré ça. Bon. Maintenant, il y a deux possibilités pour extraire de ce truc-là des sous-images, selon la fonction d'onde que vous allez employer. Alors là, je vais prendre un exemple très simple, c'est juste pour illustrer ça. Premier exemple, je prends alors c'est pas une vraie fonction de quantique ça, mais c'est juste pour illustrer. Je prends cette extraction-là, donc le photon de coordonnées alpha-bêta va être coordonné au détecteur qui a cette formule. Et on obtient, pour D1 et pour D2, voilà, on obtient de magnifiques figures d'interférence. Quand on les superpose, il n'y a plus d'interférence. Mais avec cette fonction-là, et en partant de ce schéma-là, on obtient de très belles figures d'interférence. Maintenant, je prends une autre fonction d'onde, qui est celle-ci. Et là, eh bien, associé à D1 et D2, j'ai plus d'interférence. Mais c'est la même figure au départ. Donc, à partir de la même figure qui est là, qui a été enregistrée par Bob, selon la manière dont je vais extraire de cette figure deux sous-figures, je peux faire apparaître ou pas des interférences, ça se voit très clairement sur cette image-là qui est bébête, mais en fait c'est ça, de manière beaucoup plus compliquée parce que c'est du continu, mais c'est ça qui se passe. Et donc, en fait, du point de vue de Bob, ce qui va se passer, c'est que lorsque Alice fera sa mesure bien plus tard, eh bien, Bob, là je prends le point de vue de Bob, Bob va interroger Alice.
Tant qu'il n'aura pas interrogé Alice, il ne saura pas quel détecteur est associé à quel photon. Donc il va prendre un photon, et va dire à quel photon, ce qu'on appelle les idlers photons, enfin les photons voyageurs, faut-il associer celui-là. Et là, il va se passer deux choses. Il va mesurer Alice. Bon, Alice est là pour faire beau, parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'Alice et Bob, il suffirait de dire il y a un observateur, et ensuite il y a des appareils de mesure, et il va mesurer directement. Ça revient au même, puisque Alice n'est rien d'autre qu'un appareil de mesure, dans ce cas-là pour Bob. Eh bien, si le miroir est là, lorsqu'il va interroger Alice, c'est cette fonction d'onde qui est la bonne, parce que le dispositif expérimental correspond à un miroir. Et quand, ici, il va avoir un photon qui est arrivé dans cette superposition-là, qui est associé à 1, il va faire une extraction qui va donner pour le détecteur 1 des interférences et pour le détecteur 2 des interférences aussi. En revanche, si quand il interroge Alice plus tard, il n'y a pas le miroir, eh bien c'est cette fonction d'onde qui est la bonne, et dans cette fonction d'onde-là, quel que soit le détecteur qui va observer, il n'y aura pas d'interférence, parce qu'il n'y a pas de superposition. Alors, pour aller plus loin, et je n'ai pas été capable de l'écrire, ce qu'il faudrait pour être totalement convaincant, c'est être capable de réécrire cela sous la forme, en fait, de l'équivalent en mettant en premier les positions précises sur l'écran et en les corrélant par une intégrale continue par rapport au résultat du détecteur. Je me suis un peu cassé la tête là-dessus, je vais y retravailler parce que ce sera encore plus parlant. Là, je n'ai pas été capable de le faire, mais l'idée est là. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction d'extraction qui est ici aboutit dans un cas à cette fonction-là, dans l'autre cas à cette fonction-là, et c'est exactement l'analogue de ce que je vous ai montré sur les croix et les ronds. Alors, qu'est-ce que ça prouve, ça? Eh bien, ça prouve qu'il peut très bien se passer qu'une propriété A d'un système à un instant t-1 ne soit pas encore déterminée à un instant ultérieur, mais qu'elle devienne déterminée quand un observateur fait une observation à un temps t1 supérieur, qui est telle qu'il n'est compatible qu'avec une seule des valeurs qu'aurait dû avoir la mesure qui a été faite, enfin qui n'a pas été faite parce que l'observateur n'était pas là, au temps t-1. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une action du futur sur le passé. Ce qui voudrait dire, je répète, que quelque chose s'est produit et qu'on va le changer. Ça veut dire qu'il est parfaitement possible qu'à un moment donné, dans le passé, il y a des choses qui restent indéterminées et qui ne se déterminent que plus tard. Et là, je vous donne un exemple qui est meilleur que l'équation EPR pour montrer exactement de quoi il s'agit. Je vais prendre deux particules A et B et je vais prendre ça comme fonction d'onde intriquée. Et là, il se passe une chose qui ne se passe pas dans le truc EPR qui est trop simple. C'est la chose suivante. Vous voyez que si je mesure A et que je trouve Y, eh bien, je vais forcément savoir, comme dans le cas EPR, que pour B, je dois trouver A. C'est corrélé. En revanche, si je mesure la première particule et que je trouve X, eh bien, la fonction d'onde de ma particule B, elle reste superposée. Ce qui veut dire que quand je vais faire la mesure sur la première particule et que je trouvais X, ça ne me dira rien de ce que je trouverai si je la mesure sur la deuxième particule, puisque j'ai une superposition ici. Et ce que je dis, c'est que ça n'est que lorsque je ferai la mesure sur la deuxième particule que se déterminera la valeur A ou la valeur B. Et ça, tout le monde va être d'accord. Maintenant, l'étape d'après, ça consiste à dire que ici, les A et B peuvent être liés à quelque chose qui correspond à une mesure que quelqu'un d'autre a fait dans le passé. Et dans ce cas-là, le raisonnement habituel, réaliste, naïf, entre guillemets, consiste à dire, en fait, déjà dans le passé, c'était déterminé, puisque Bob, la veille, a mesuré cette particule et qu'il a trouvé A ou qu'il a trouvé B. Or ça aboutirait à une contradiction et à une modification, justement, du passé par le futur. Alors que dans l'interprétation que je propose, comme de toute façon une mesure n'a de sens que par rapport à un seul observateur, tant que Alice n'a pas mesuré cela, et mesurer cela, c'est soit mesurer la particule elle-même, soit mesurer Bob, qui lui l'a mesuré la veille, eh bien tant qu'elle n'a pas fait cette mesure ou cette discussion avec Bob, l'état reste indéterminé. Et là on le voit clairement, et c'est beaucoup plus facile dans ce cadre-là de se convaincre qu'une mesure ici ne va pas forcément déterminer ce qui se passe ici, que dans le cas EPR,
où malgré tout, on a une cohérence biunivoque qui semble dire, de toute façon, on n'a pas le choix, il n'y a qu'une seule possibilité. Là, il y a deux possibilités. Voilà, donc en fait, et je terminerai là-dessus, notre réalité phénoménale, elle est constituée par un ensemble de branches, qui sont l'ensemble des mesures que nous avons réalisées. Et ces mesures-là, elles vont avoir un certain nombre de conséquences sur d'autres événements qui sont corrélés. Mais il est parfaitement possible que tout un tas d'événements soient en dehors de cet arbre d'observation que j'ai fait. Et ils peuvent être corrélés avec des observations que je ferai dans le futur, mais aujourd'hui, je n'ai fait aucune observation qui est corrélée avec un certain nombre de choses. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai fait, jusqu'à présent, je n'ai fait aucune mesure qui me permet de savoir si Jean, hier, a mesuré le spin de sa particule dans sa salle de bain, dans un sens ou pas, parce qu'on n'en a pas parlé, et que ça ne m'a pas concerné. Donc pour moi, c'est indéterminé. En revanche, si nous en parlons, au moment où nous en parlons, je vais te mesurer, et toi ayant fait la mesure, ça va du coup devenir un événement du passé alors qu'il était indéterminé avant. Voilà, donc là j'ai pris, voilà, c'est le même exemple que je donne. Lundi à midi, la valeur du spin suivant OZ d'une particule qui a été mesurée hier par Bob reste indéterminée pour Alice, qui sait que la mesure a été faite, mais qui n'a absolument aucun lien avec Bob ou avec cette mesure-là. Mais par contre, lorsque Alice va interroger Bob le lendemain, là, elle va mesurer Bob, et c'est à ce moment-là que la valeur du spin, qui pourtant a été mesurée par Bob la veille, va se déterminer pour Alice. Et j'insiste sur une chose, c'est que ça n'est pas parce que Alice va avoir entendu Bob lui dire qu'il a trouvé plus, que Bob aura trouvé plus, pour la bonne raison qu'on n'a pas le droit de prononcer cette phrase. Voilà, bon. Donc le passé de chaque observateur contient beaucoup de propriétés qui sont indéterminées jusqu'à ce que l'observateur en question fasse une mesure qui est compatible avec seulement une seule des valeurs pour cet événement passé. Voilà, merci. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Côté cerveau. Parce qu'à un certain moment, là, tu as introduit brutalement une dimension cognitive en disant le cerveau ne peut pas traiter une superposition. Alors, indépendamment de la physique, hein, oui. Simplement au niveau cerveau, au niveau perception, tu devrais regarder, à mon avis, hein, les résultats des études sur ce qu'on appelle la rivalité binoculaire. C'est tout à fait passionnant et je pense que ça te permettrait de préciser les choses. La rivalité binoculaire, c'est que le dispositif expérimental, c'est qu'il y a des systèmes, disons, de lunettes, où tu envoies deux formes complètement différentes dans les deux yeux. L'exemple typique, c'est un visage et un damier. Voilà. Maintenant, tu regardes, enfin, tu demandes à l'observateur, hein, au cobaye, de dire ce qui se passe. Alors, il voit une des deux images. Par exemple, il dit, je vois un damier. Voilà, tu lui dis, mais continue. Alors, il continue. Il dit, oui, c'est un damier. Ah ben attends, c'est bizarre. Je vois quelque chose au centre du damier, qui n'est pas un damier, je vois quelque chose à... Alors ça c'est bizarre, il y a une espèce de bout de nez. Et puis là je vois une espèce de morceau d'œil. Et puis, l'image évolue, à un certain moment, c'est une vraie bifurcation, mais il dit je vois un visage. D'accord? Et tu dis, continue. Regarde. Et au bout d'un certain temps, il dit, c'est bizarre, là au milieu du nez, je vois apparaître un espèce d'angle noir, etc. Et il revoit un damier. Donc on a fait énormément d'analyses de ça. On sait qu'au niveau du V1, enfin vraiment là, des cortex très primaires, enfin les cortex visuels primaires, tu as la superposition. Parce que l'activation venant des rétines, hein, est superposé. Ah, le signal physique est présent. Superposé, il est présent, bien sûr. Oui, bien sûr. Au niveau
du cortex visuel primaire un état superposé. Et on a analysé à quel niveau, c'est les niveaux de prise de conscience, de conscience perceptive, ce choix s'établit. Bon. Mais qui est un choix compliqué, et avec des tas de modèles dynamiques assez compliqués, parce que tu as ce phénomène d'hystérésis, enfin de bascule, entre les deux solutions. Alors ça, c'est la neurophysiologie de la perception, mais je pense que ça peut être aussi intéressant au niveau de ton argumentation. Totalement, ça serait, moi je veux bien avoir des références de ces Parce que ça veut dire qu'en fait, c'est pas vraiment la perception, c'est pas la vision. La vision admet des états superposés, c'est la conscience visuelle qui, à un certain moment, ton cerveau n'admet pas la superposition. Alors, je ne sais pas si on pense Daniel, mais... Je connais la description, je ne connais pas les mécanismes. Enfin, il y a eu pas mal de thèses sur la rivalité binôme. Mais je pense que c'est parfait. Et passionnant. C'est parfait. C'est exactement ce que tu décris là, est exactement ce que j'ai en tête. Ensuite, les mécanismes précis, je ne sais pas si on arrive à les déterminer ou pas, mais ça donnerait si on arrive à avancer là-dessus et qu'il y a des choses qui commencent à se concrétiser avec des modèles là-dessus, ça donnerait une explication de l'objection qu'on me fait souvent. C'est que je dis, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail là, mais j'ai des transparents où j'explique que l'état physique du cerveau, ce qui correspond au signal visuel superposé, reste superposé, mais que la conscience qu'on peut en avoir ne l'est pas. C'est exactement ce que tu dis, et c'est ce que je dis aussi. Et là, on m'a souvent objecté le fait que le parallélisme psychophysique est rompu par cette hypothèse-là, ce qui gêne beaucoup de gens. Ce à quoi je n'ai pas de réponse directe, mais s'il y a des travaux qui montrent que ça se produit réellement dans des cas non quantiques, et qu'on a un peu des modèles un peu plus précis là-dessus, moi je suis très intéressé par ça. Non, rien est un système macroscopique, donc ça n'a rien à voir avec la mécanique quantique. Mais disons que ça donnerait, en tout cas ça donne une analogie, un minimum, qui va pour moi tout à fait dans le sens que je souhaite. Absolument. Et tu as des niveaux superposés, mais enfin, notre seul accès au vécu de la perception, c'est la conscience perceptive. Ah, on est d'accord. On ne sait pas ce qui se passe dans notre V1. On est d'accord. Et ça, c'est très intéressant parce que ça me permettrait aussi de répondre à des gens qui disent qu'à partir du moment où on veut faire intervenir la conscience, on sort de la physique. Bon, et que donc, on dit n'importe quoi. Mais en réalité, si on peut montrer que dans des expériences qui n'ont rien à voir avec la physique quantique, on a déjà ce type de phénomène qui se produit, ça légitime, c'est pas une preuve, mais ça légitime quand même le fait de dire qu'un mécanisme du même type est peut-être à l'œuvre lors d'une mesure. Et puis sinon, j'ai une remarque. En tout cas, c'est ce que je défends. Purement philosophique, toujours le vieux Kant, c'est absolument remarquable ce que tu as dit sur la réalité phénoménale, qui n'est pas la réalité physique empirique intriquée, qui elle est inconnaissable, enfin. Et donc, en fait, chez toi, la réalité physique empirique qui reste intriquée devient presque une réalité en soi par rapport à la réalité phénoménale. Oui, presque. Ça, c'est amusant. Presque. Parce que j'ai en fait quelque chose dont je parle peu, que Michel connaît, parce qu'on en a déjà parlé ensemble. J'ai un troisième niveau qui pourrait plus légitimement être appelé réalité en soi, encore que ça soit à voir. Mais j'ai en fait un troisième niveau qui est encore... Disons que dans mon premier bouquin, j'avais décrit ça de manière un peu générale. Je disais qu'il y a l'inconnaissable, qui est ce troisième niveau, dont on ne parle pas, et qui serait plus proche de la réalité en soi. C'est ça, oui. Voilà. Ensuite, de cet inconnaissable surgit, avec tous les guillemets ou les italiques qu'il faut mettre, la réalité empirique, qui est d'une certaine manière conceptualisable. L'inconnaissable n'est même pas conceptualisable. La réalité empirique est conceptualisable, et d'ailleurs on le fait, c'est le formalisme quantique qui la conceptualise, mais elle n'est pas directement perceptible. Voilà. Et de ce qui est conceptualisable de la réalité empirique, qui est quand même plus concrète, entre guillemets, que la réalité en soi, émerge la réalité phénoménale, qui est notre réalité habituelle. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Cet empirique intriqué qui n'est pas phénoménal, enfin. Oui. Le fait
de distinguer empirique et phénoménal. Absolument, absolument, ouais. Oui, mais je suis quand même un peu gêné. Non, je trouve ça, tout ce que tu as raconté, c'est vraiment formidable et j'adore, j'adhère entièrement aussi à ton idée d'un passé indéterminé, etc. Et toute cette critique habituelle de l'imputation de non-localité, qui est commune à ton interprétation, à celle de Rovelli, à celle du cubisme. Ça, tout à fait d'accord. Mais, alors encore une fois, je pense que c'est sur le cerveau que je tique. Parce que finalement, si tu traites le cerveau comme il doit l'être, c'est-à-dire comme un système quantique, il n'y a pas de raison qu'il soit traité autrement dans le cadre d'une imputation d'universalité de la physique quantique dans le domaine physique. Alors le cerveau, y compris les états qu'on corrèle habituellement à la conscience, c'est-à-dire par exemple l'occupation complète d'un espace de travail neuronal global, eh ben, il est superposé. Qu'est-ce qui fait que tu peux dire que le cerveau perçoit seulement l'un des deux termes de la superposition et qu'il ne peut pas percevoir la superposition si tu restes à une définition physicaliste de la conscience? Voilà, alors peut-être que... Voilà. Oui. Peut-être que pour la réalité phénoménale, j'introduis une coupure entre la description physicaliste de la conscience, c'est-à-dire les états physiques du cerveau, et la conscience elle-même, qui d'une certaine manière sort un peu du cadre. C'est un hard problème. Alors, je suis obligé par honnêteté intellectuelle de dire que là il y a un point délicat. Donc je n'ai pas la réponse, mais qui d'une certaine manière ne me gêne qu'à moitié, parce que je ne vois pas pour quelle raison il faudrait s'arc-bouter aussi fortement à ce lien direct qu'il y a entre les états physiques du cerveau et la conscience qu'on peut en avoir. C'est un postulat de base, et sinon on va me traiter de dualiste, etc. Je sais très bien. Je connais évidemment toutes les critiques qu'on peut faire et on peut facilement en arriver à dire mais c'est du dualisme, mais c'est fini depuis longtemps, et tout le monde a réfuté cela. Je pense que les choses sont plus subtiles. C'est pas on est physicaliste ou on est dualiste. Il y a des nuances, et ce que vient de dire Jean, je ne vais pas dans le détail, mais dont j'avais déjà entendu parler dans l'expérience de sciences cognitives, montre bien qu'il y a une difficulté. Parce que comme l'a dit Jean tout à l'heure, dans cette expérience, on peut montrer que le signal électrique qui arrive dans le cerveau, il est superposé. Et pourtant, nous ne voyons qu'une seule chose. Nous avons conscience que d'une seule chose. Pas nous le voyons. Nous n'avons conscience que par moment que d'une seule de ces superpositions. Mais ce que dit Jean, c'est que c'est parce que, en fait, dans l'espace de travail neuronal global, il y a l'univocité. Par contre, dans le cortex visuel, non. C'est ça le problème. Mais d'accord, mais cette réponse peut s'appliquer à ce que je dis. Ben non, parce que... Le cortex, c'est ça, moi ça me gêne, parce que en physique quantique, ce que tu dois dire, c'est que même les états de l'espace de travail neuronal global sont superposés. Ils sont superposés quantiquement. Mais qu'est-ce que dit Jean? Jean dit que les états de l'espace de travail neuronal ne sont pas superposés, c'est ça? Oui, mais c'est pas du tout le même genre de superposition. Non, bien sûr, mais n'empêche qu'il le dit. C'est pas la superposition quantique. À partir mais d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire que sur ces sujets-là, que bien évidemment personne ne connaît en détail parce que ça fait partie de la recherche active, on peut rester ouvert. J'admets qu'il y a une difficulté, j'admets ne pas être capable de donner une réponse claire et précise. Si je pouvais le faire, je serais ravi, mais j'aurais déjà écrit plusieurs papiers dessus, ce n'est pas encore le cas. Mais je pense que je vais faire des bouquets. D'accord. Il y a une petite difficulté, petite ou grande, mais ça n'est pas une raison pour éliminer cela comme étant non recevable, même si on n'a pas l'explication de tout. Mais je conçois ce que tu dis, bien sûr. Bien sûr. Ok. Bon, enfin, après, on va discuter longuement, mais moi, c'est presque ça la raison pour laquelle je choisis le cubisme. Parce que l'époqué, ils la font d'emblée. Ils la font. Ils ne posent pas que, par exemple, il y a une réalité empirique, que cette réalité empirique est décrite par un vecteur d'état, etc. Ils disent que le vecteur d'état, c'est juste l'outil que nous utilisons pour anticiper des phénomènes. Les éléments de la réalité phénoménale dont tu as parlé. Oui. Avec nuance, on a déjà longuement parlé ensemble. Voilà. C'est que
pratiquer les pokés est une bonne méthode louable, à condition qu'elle n'empêche pas d'aller le plus loin qu'on peut aller. Or, pour moi, le cubisme s'arrête au début du chemin. Et même dans le cadre du cubisme, on pourrait aller plus loin que ce qu'ils disent. C'est la critique que j'ai faite dans ma critique qui est parue récemment. Et tirer des conséquences de ce qu'ils disent, qu'ils ne tirent pas, et qui, si on les tire, posent de vrais problèmes. Non, mais ça, je suis d'accord. Et à partir du moment où on pratique les pokés pour éviter les problèmes, les questions gênantes, parce que je vais émettre des hypothèses, et je vais dire j'arrête de réfléchir, mais quand on va venir dire ces hypothèses ont telles conséquences, qui sont gênantes, dire mais moi je ne me prononce pas, ça me paraît malhonnête. Et c'est un peu ce que je reproche au cubisme. C'est qu'ils ont des hypothèses de base qu'on peut admettre, et que je partage pour certaines. Mais qu'en revanche, lorsqu'on veut prendre ces hypothèses-là et en faire une sorte d'en tirer des conséquences purement logiques, il ne s'agit pas de rajouter des choses, eh bien ces conséquences logiques aboutissent à des problèmes réels que j'ai exposés, et pour lesquels il ne suffit pas, à mon sens, parce que c'est très insuffisant, de dire « je ne me prononce pas », trop facile. Et c'est un peu ce que fait le cubisme. Oui, enfin, tu sais que on a fait un exposé là avec Laura qui explique. Je suis d'accord, bien sûr, ça je suis entièrement d'accord. Il y a des tensions internes entre les composantes réalistes, pragmatistes, phénoménologiques du cubisme, ça c'est tout à fait exact. Mais on peut les remettre en place. Même si eux ne le font pas bien. Alors, c'est une bonne discussion qu'on a eue déjà et qu'on pourra réavoir volontiers, c'est très intéressant. Mais là aussi, où ce qui me gêne, moi, dans l'attitude dont tu parles, c'est en quelque sorte d'attribuer à des gens qui ont une position des idées qu'ils n'ont pas, pour récupérer. Et d'une certaine manière, là où je ne te suis pas sur la position que tu adoptes sur le cubisme, mais c'est un débat qu'on a eu souvent, et c'est une question de charité, on va dire, c'est que je ne suis pas favorable au fait de faire dire à des gens, pour essayer de récupérer des choses qu'ils ont dites et qui ne tiennent pas debout, des choses qu'ils n'ont pas dites, avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord d'ailleurs, ou qu'ils ne comprennent pas forcément, mais que pour autant, qui permettent de sauver un certain nombre de choses. Pourquoi pas, mais c'est autre chose. Mais le cubisme tel qu'il est exprimé par les cubistes, encore que les choses ont évolué, qu'il y a eu plein de choses, bon. Mais le cubiste tel qu'il est exprimé par les cubistes, essentiellement surtout au début par Kees Fuchs, n'est pas ce que tu en dis. Le cubiste revu par toi et Laura devient une position qui est beaucoup plus solide, mais ça n'est pas le cubisme. Vous en avez fait autre chose, et là je vous suis qu'à moitié, parce que d'une certaine manière vous avez réintroduit la phénoménologie dans le cubisme, ce qui est une interprétation extrêmement intéressante et qui est riche et qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes, mais ça n'est plus le cubisme. C'est autre chose. Moi je pense que oui, parce que si tu veux, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'une position? Une position, c'est ce que les gens qui la soutiennent en disent. Déjà, tu as une constellation de personnes différentes. Tu as Chris Fuchs, Blake Stacey, tu as Jacques Pienard, etc. Ils disent des choses assez différentes les uns des autres. Déjà. Maintenant, si tu arrives à montrer que dans la constellation de toutes ces positions, il y a une métaposition qui permet de faire sens à partir de tout ce qu'ils disent, et qu'ensuite tu leur proposes et qu'ils disent « Ah ouais, on n'avait pas vu ça, mais ça colle. » Tu as quand même, c'est un autre genre de travail. Oui, je peux partager ça, bien sûr. Mais bien ça, sûr. Moi, personnellement, je suis assez convaincu par le cours des événements qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ces personnes-là, les cubistes, commencent à être convaincus par cette position. Tu vois, par exemple, Jacques Pienard, il a tout de suite dit « Ah oui, ça y est, maintenant je comprends ». Et il est en train de refaire les choses à partir de là, tu vois. C'est vrai. Donc, Jacques Pienard a une inclinaison philosophique plus forte. Ben oui, c'est ça. Et il est arrivé récemment. Donc, encore une fois, rien n'est figé, on ne peut pas vraiment faire évoluer une position, et non, je suis d'accord avec toi. Voilà, bien sûr, il ne s'agit pas d'être trop rigide là-dessus, bien sûr.
Mais encore une fois, moi je ne suis pas encore complètement convaincu qu'on arrive à quelque chose qui répond à toutes les questions que... Ça oui. Enfin, c'est un programme de recherche. Oui. C'est comme le tien d'ailleurs, qui est Oui, très, non, mais c'est bien sûr. très intéressant. Et surtout, C'est- moi, ce qui me gêne, y compris à la limite dans ce que vous avez proposé pour transformer le cubisme, pour le faire évoluer, c'est que on ne tire quand même pas toutes les conséquences qu'il faudrait tirer. Parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, et c'est pas du tout pour ramener ma position, qui est l'une parmi d'autres, et je prétends pas que c'est la seule possible, bien sûr. Mais je prétends quand même que le cubisme, quand on pousse, même dans l'approche phénoménologique, les hypothèses de départ au bout, on arrive à quelque chose qu'on appelle comme on veut, mais qui est très voisin de ma position. Or ça, Oui, Chris Fuchs le refuse Oui, non, mais il y a- obstinément. c'est juste, il y a un isomorphisme absolument remarquable. Il y a un isomorphisme énorme. Maintenant, Et il y a les cubistes ne le veulent pas. Voilà, il y a quelques différences conceptuelles, dont, alors moi, la chose qui me travaille, j'ai d'ailleurs écrit, si tu te rappelles, un paragraphe dans mon livre, qui me travaille, c'est comment et pourquoi doit-on absolument donner un poids presque ontologique au vecteur d'état. Oui. Par exemple, le vecteur d'état chez toi, il correspond à cette réalité empirique qui est déjà plus proche de la vraie réalité sous-jacente Oui. que le niveau phénoménal. Est-ce que le vecteur d'état mérite autant de dignité ontologique? Est-ce que ce n'est pas rien d'autre qu'un magnifique outil de calcul de probabilité? Mais si c'est un magnifique outil de calcul de probabilité et qu'on se contente de dire cela, Ouais. on a, mais ça je l'ai écrit aussi, on a une position qui est parfaitement cohérente, mais qui est purement instrumentaliste. Et que j'accepte, bien qu'elle ne me satisfasse pas, parce qu'elle me semble s'arrêter encore d'autres et que j'ai envie d'aller plus loin, et je pense qu'on peut aller plus loin. Mais quelqu'un qui me dirait explicitement, voilà mon hypothèse, je n'en démordrai pas, je ne vais pas plus loin, je lui répondrai, je ne peux pas t'attaquer. Mais ça n'est pas, encore une fois, ce que font les cubistes, qui, quand on leur parle d'instrumentalisme, crient au scandale. Et c'est ça que je reproche aux cubistes, c'est qu'ils ont des positions qu'ils n'assument pas, soit en refusant d'être qualifiés de ce qu'ils devraient accepter si on limite leur position à un minimum, ce qui serait cohérent, mais qu'ils ne veulent pas, et ils prétendent à plus. Et quand ils prétendent à plus, et que du coup on dit mais très bien, faisons le chemin ensemble et allons jusqu'au bout, on arrive à un endroit où ils ne veulent pas aller. C'est ça le problème que j'ai avec le cubisme. Quelqu'un qui me dirait je suis instrumentaliste et le vecteur d'état n'est qu'un outil Richard Pouillet. Voilà. D'une certaine manière, il est beaucoup plus cohérent. Parce qu'il dit, moi, explicitement, c'est un truc instrumentaliste. Et je lui ai posé, on a eu beaucoup d'échanges avant qu'il fasse son exposition, on a creusé la C'est la chose. question que j'allais te poser. Eh bien, il est cohérent parce qu'il dit, C'est du non, pragmatisme. c'est du C'est pragmatisme. pas pareil que l'instrumentalisme. C'est proche. Mais on ne va pas plus loin. Les cubistes n'aiment pas être qualifiés soit de pragmatistes, soit d'instrumentalistes. Oui. Ils veulent aller plus loin. Mais quand ils veulent aller plus loin et qu'on leur dit bah, très bien, vous voulez aller plus loin, allons-y ensemble. Et quand on y va, eh bien tout d'un coup, en chemin, ils commencent à traîner des pieds, et puis on arrive dans la forêt, et là ils ont peur. C'est ça que j'aime pas dans le cubisme. Non, mais c'est... Et malgré la réinterprétation que vous en faites, toi et Laura, je ne pense pas aujourd'hui qu'on soit arrivé à un stade d'abord qui est consensuel chez eux, même si Jacques Piénard est un peu plus proche de cela, mais je suis pas sûr que les autres le soient aussi. On y travaille. Bon, voilà, ça On y prend du travaille. temps, ça prend du temps. Mais au-delà de ça, même cette dernière manière de présenter les choses me semble s'arrêter un peu en chemin. Donc ce que tu dis, c'est qu'ils veulent aller un peu plus loin que le pragmatisme, mais en fin de compte, ils s'arrêtent en cours de route. Quoi. Enfin, Oui, c'est-à-dire que, ou bien on se dit, je ne veux veulent absolument pas rien payer dire, le prix, et quoi. dans ce cas-là, on est pragmatiste ou instrumentaliste, et puis dans ce cas-là, c'est cohérent, et on ne peut rien dire là-dessus, c'est ok. Ou bien on dit, mais non, ça représente plus que ça, et je veux aller plus loin, on n'est pas des instrumentalistes. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les hypothèses qu'ils font ont un statut ontologique d'une certaine manière, dont il faut tirer la quintessence jusqu'au bout,
et ils s'arrêtent en cours de route parce que le faire les amène à un endroit où ils ne veulent pas aller. Et notamment, je maintiens, et je ne vois pas comment phénoménologiquement parlant on peut l'éviter, je maintiens que la prise en compte de la conscience de l'observateur est inévitable. Ils ne veulent pas en Donc entendre Wheeler parler. n'avait pas complètement tort. Comment Wigner n'avait pas totalement tort. Je pense que ni Wigner ni von Neumann n'avaient complètement tort. Non, non, moi, et quand je relis, parce que du coup j'ai relu beaucoup des anciens, bon ça date maintenant, mais quand on relit ces articles des grands anciens, mais ça a été complètement évacué avec le plus grand mépris dans les années qui ont suivi, parce que Bohr a pris la scène, et parce que toutes ces positions-là ont été considérées comme idéalistes, dualistes, ridicules, etc. Mais en réalité, quand on relit, je ne parle pas d'Eisenberg, qui est encore un peu particulier, mais quand on lit Wigner, quand on lit von Neumann, mais von Neumann, moi j'ai un de mes amis avec qui je parle, qui m'a envoyé un texte de von Neumann, mais j'ai l'impression que ça a été, alors évidemment c'est à l'envers, mais j'ai l'impression que von Neumann a piqué un truc dans mes articles, tellement c'est similaire. J'ai écrit ça sans avoir lu ce papier, quand il m'a dit, regarde, von Neumann a écrit ça, c'est la même chose. Oui. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on a la réponse explicite à toutes les questions qu'on vient d'évoquer. Mais les balayer d'un revers de la main comme ça, parce que c'est plus à la mode, me semble ridicule. Et franchement, là où je suis gêné par les cubistes, et pourtant j'ai essayé avec des tas de correspondances, dès que l'on parle d'un observateur, ils appellent ça agent. Voilà. Agent, c'est un terme passe-partout qui ne veut rien dire. Quand on leur demande ce que c'est qu'un agent, ils ne veulent pas le dire. Mais j'ai pas le dire. Attends, l'agent il a une expérience. Pardon? L'agent il a une expérience. Et s'il n'a pas d'expérience, il n'y a même pas de. C'est jouer sur il y a même Qu'est-ce pas que de c'est que phénomène. l'expérience? Bah, C'est quoi l'expérience? C'est la conscience. C'est le noyau dur de la conscience. Oui, mais c'est quand même. Tu peux pas avoir d'expérience sans avoir de conscience. C'est en ce sens-là que je me suis battu, notamment à une époque avec Schack, parce qu'il prétendait qu'un ordinateur pouvait avoir une expérience. Oui, ça n'a pas d'expérience, c'est ridicule. Qui a dit ça? Je crois que c'était Rudi Schack. Ah, Bon, écoute, nous sommes des machines biologiques et on a une Ouais. expérience. Bon. Donc, il y aura bien un jour où des Peut-être, machines- mais enfin, le problème de savoir si un ordinateur sera conscient ou pas un jour est un problème ouvert. Je ne dis pas que c'est faux, mais bon. Toujours est-il que nos ordinateurs d'aujourd'hui ne sont pas conscients. Et donc faire jouer le rôle comme ils l'ont proposé d'un agent par un ordinateur me semble grotesque. Oui. Et il le propose. Et c'est la réponse qu'il donne quand il dit pour avoir une expérience, il faut être conscient, et qu'il dit non, un ordinateur peut. Mais il y a peut-être quelqu'un devant l'ordinateur. Alors s'il y a quelqu'un dans l'ordinateur, oui. Alors oui, si on met quelqu'un qui pilote l'ordinateur, bien sûr, là il n'y a pas de problème. C'est beau, Mais c'est eux, des machines. mais c'est la même chose que dire que dans un endroit de l'univers où il n'y a absolument personne, pour autant, eh ben, il peut se passer des événements qui sont des mesures. Non. Non, mais c'est sûr que c'est. Et moi, la communauté cubiste n'est pas toujours au clair. Mais Non, quand mais tu c'est dis bloquant quand même. Quand tu dis à juste titre que quelque part la conscience de l'observateur doit intervenir, je suis d'accord aussi. Mais alors, pourquoi Je est-ce suis que, d'accord aussi, pourquoi sauf ce que- point-là, pourquoi puisque tu es, Je suis d'accord. toi, tu agis en étroite relation avec eux, puisque tu as Oui. entretenu le dialogue Oui. de manière intense, pourquoi ne restes-tu pas, d'une certaine manière, momentanément, c'est une stratégie, bloqué tant que là-dessus ils n'auront pas changé? Mais parce que, si tu veux, en vérité, je comprends que la logique de leur position, c'est pas de dire la conscience de l'observateur intervient à un certain point, c'est de la mettre au départ. Faire la grande époquée et dire qu'est-ce qu'il y a finalement? L'expérience. Ah oui, mais attends, là encore, tu L'expérience presque de n'ont pas- l'agent. en Mais fait. non, c'est là où on n'est pas d'accord, Michel, et qu'on a déjà eu cette C'est discussion, ça, c'est que tu la leur grande prêtes époquée plus. phénoménologique. Tu leur prêtes plus. S'ils disaient, comme le fait Richard, Oui. Richard le fait explicitement, je mets au départ l'expérience de l'observateur. Richard dit, je mets au départ, et je ne l'analyse pas, l'observation résultat. Je ne me pose pas de question de savoir le problème de la mesure, parce que c'est un point de départ pour moi. Voilà. C'est cohérent. Je n'ai rien à dire, ça ne me satisfait pas, mais c'est cohérent. Mais ça n'est pas du tout ce que disent les cubistes. Tu leur fais dire encore une fois, Non, non. par charité, des Non, choses non, qu'ils ne disent non, pas. moi, j'ai- Ils ne disent j'ai- pas la conscience ou l'expérience est là. Si, ils disent, bah, c'est même la phrase experience first.
Donc en fait, il n'y a même pas de discours cubiste possible sans imaginer que le Oui, le mais bien sûr, ultime état bien sûr, mais ils ne connaissance, disent pas qu'est-ce que c'est que cette expérience et qu'elle se Non, rattache à la mais conscience d'un agent. Précisément, en fait, c'est pour ça que ce mot conscience, il ne peut pas intervenir dans le cubisme parce que ce sera avoir un discours en troisième personne. En fait, le mot conscience, en tout cas le concept de conscience, n'a pas de sens au même titre que dans le solipsisme convivial. Il n'y a aucun sens à parler d'un point de vue en troisième personne. Donc la conscience ne peut pas intervenir dans le cubisme parce que ce serait ontologiser, extérioriser, ou en tout cas autonomiser la conscience, alors qu'en fait, c'est une relation tautologique. On pourrait dire que la conscience, c'est, on pourrait essayer de le traduire, c'est l'expérience. Mais ça m'irait très bien, mais c'est pas ça qu'il dit, je suis pas d'accord. Bah, non, je récuse cette explication, je ne suis pas d'accord. J'explique pourquoi. Je suis d'accord avec ce que vous dites sur le fait que experience first, ils le disent explicitement. Oui. Et ça, je n'ai rien à dire contre ça. Et Sauf que, une fois qu'on a dit ça, il faut encore être capable d'expliciter ce que ça veut dire. Et le fait de dire l'expérience first, ça ne veut rien dire d'autre, c'est un synonyme, que de dire qu'il y a un agent conscient, c'est-à-dire en fait il y a un être humain pour le moment, parce qu'on connaît personne d'autre, ou il y a un animal, parce que je ne récuse pas le fait qu'un animal soit conscient et que d'une certaine manière, il ait une perception du monde qui n'est pas la même que la nôtre. Je ne pense pas qu'un animal va pouvoir utiliser la mécanique quantique, mais la conscience, oui. Il n'empêche que pour que la mécanique quantique soit un outil qu'un agent va pouvoir utiliser, il va falloir que cet agent ait une expérience. Et pour que cet agent ait une expérience, ça implique nécessairement que cet agent soit un être humain. Ou un alien, bien, enfin, l'équivalent. Or, ce point-là est récusé par eux, et je n'aurais strictement rien à redire s'ils acceptaient de dire expérience first, je l'accepte. Conscience first, dans un sens rigoureusement synonyme de expérience first, je l'accepte. Mais ça n'est pas ça qu'ils disent. Ce qu'ils disent est beaucoup plus flou, et quand on les pousse, pour l'avoir fait pendant des heures avec Chris Fouque, je sais de quoi je parle, ils esquivent. La meilleure des preuves, c'est quand ils parlent de l'expérience d'une collectivité. Lui esquive. Mais pas Jacques Pénard, par exemple. J'ai pas eu de discussion directe avec Jacques Pénard là-dessus. Si tu regardes ce qu'il a écrit, c'est absolument limpide sur ce point. C'est-à-dire que l'expérience, c'est pas un ingrédient supplémentaire, c'est le point de départ de tout. There is no phenomenon until it is an experienced phenomenon. Je suis d'accord, mais je demande une petite chose en plus, c'est d'expliquer ce qu'on entend par là. C'est bien joli de dire expérience first. Qu'est-ce qu'on entend? Si on entend la même chose que ce que nous entendons tous, ce que je pense, ça veut dire qu'un synonyme, c'est il y a un être humain conscient de ce qu'il va faire. Mais tu vois, même être humain conscient, tu vois, c'est encore une forme de projection de cet acte d'expérience que tu fais ici et maintenant dans quelque chose que tu appelles par exemple un être humain. Mais c'est exactement... c'est la différence entre l'empirique et le transcendantal. Il faut lui imaginer une fenêtre dans ce cas-là. Voilà. L'expérience, c'est la fenêtre. Il faut quand même pas oublier que quand on dit que le vecteur d'état et le formalisme quantique ne sont rien d'autre qu'une boîte à outils pour faire des prédictions qui permettent à un utilisateur de se diriger dans le monde, arrêtons de nous cacher derrière le petit doigt, on dit bien ce qu'on veut dire. Et donc, prendre une sorte de pudeur offensée en disant qu'on ne peut pas parler de conscience parce que ce serait ontologiser la chose, alors même que le point de départ, c'est de dire c'est une boîte à outils pour permettre à l'individu de se diriger dans le monde, ça me paraît hallucinant. On a dit bien plus en disant ça. Non, mais attends, il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Il y a le point de départ absolu, c'est l'expérience, experience first. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire dans l'expérience. Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est effectivement anticiper, projeter des actions. Mais qui fait et ça? Ainsi de suite. Qui? D'accord. À partir du moment où toutes ces projections se passent, on commence à empiriser Mais alors, puisqu'on empirise, à un moment donné, empirisons sans fausse pudeur en disant oui, une fois qu'on a empirisé, c'est effectivement l'équivalent de la... Mais ça, ils ne veulent pas. C'est en ce sens-là que je dis qu'ils restent en contradiction avec eux-mêmes. Alors, est-ce que je peux juste ajouter, parce que je pense qu'il y a aussi une différence, l'expérience dont on parle, c'est l'expérience qui tire de William James, donc qui est une espèce de magma informe, mais c'est plus que le point de départ même de tout discours physique ou même de tout discours construit, c'est le point de départ, c'est la condition de possibilité pour penser tout.
Donc l'expérience dont il parle, c'est vraiment, c'est comme ça que je me le représente, mais en tout cas un magma informe, complètement indéterminé, dans lequel il va se passer, donc ça c'est notre rapport de la phénoménologie, mais dans laquelle on va essayer de montrer comment à l'intérieur de ce magma peut s'auto-déterminer un parcours, une biographie qui va être ensuite celle de l'agent. Donc nous on arrive en deçà de même l'agent et on reconstruit ce parcours entre l'expérience informe et l'agent. Et l'agent, lui, ensuite, une fois qu'il est construit, va pouvoir mener son chemin. Et la conscience, du coup, ne peut pas arriver au stade de l'expérience, mais c'est déjà une forme construite, déjà un petit peu... formée. Et donc, ça ne peut pas correspondre, là, dans ces termes-là, pour eux, ça ne peut pas correspondre à ce qu'ils considèrent comme étant le point de départ. Mais Laura, ce que vous dites là, c'était exactement ce que je dis. Quand j'ai décrit tout à l'heure là, les 3 niveaux, on est bien sûr à 100% d'accord. Le magma dont vous parlez, etc., dont émerge quelque chose qui va être un observateur, mais c'est exactement la même chose que ce que je dis quand je parle de ce 3e niveau, dont émerge ensuite un niveau empirique, de réalité empirique dans lequel là il y a des observateurs. Mais c'est la même chose, mais vous le dites. Et vous avez reconstruit ça d'une manière qui me va parfaitement. Je pense la même chose avec un vocabulaire qui n'est pas exactement le même, mais on est à 100% d'accord. Je dis que ce n'est pas le cubisme. Et c'est encore une fois le débat qu'on a depuis le début. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Je suis contre le fait de plaquer ça en attribuant ça au cubisme, parce que vous avez reconstruit quelque chose avec lequel je suis en parfait accord, qui, une fois que vous l'avez exprimé comme ça, il y a un isomorphisme quasi parfait avec ma position, mais qui n'a jamais été celle des cubistes et qu'ils ont toujours refusé quand on veut leur dire explicitement. Alors, il y a peut-être eu récemment Jacques Piénard qui, suite à vos discussions, a évolué, mais depuis 10 ans, oui, pas loin, que ça a commencé vraiment au Treil en 2015, donc ça fait 7 ans. Depuis 7 ans que j'ai eu ce débat, jamais il n'était d'accord avec ça. Écoute, c'est 2 stratégies différentes pour aboutir à des résultats voisins. C'est-à-dire que toi, Mais on est bien sûr. tu reconstruis quelque chose, et moi j'essaye, nous essayons de montrer qu'en fait la logique de leur position amène irrésistiblement à ça. Et en fait, ils sont finalement convaincus. Par ailleurs, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que la réalité, non, justement, l'espèce de fond informe, le fond informe dont on parle et que tu qualifies, si tu veux, de réalité sous-jacente, même à la réalité empirique décrite par le vecteur d'état, dans un cas, c'est issu de l'expérience par un processus de constitution, à la manière de la constitution d'objectivité de Kant ou de Husserl. Dans un autre cas, les physiciens peuvent te lire comme si tu parlais d'une réalité, entre guillemets, extérieure à la conscience, extérieure à l'expérience vécue du sujet. Et donc, c'est là que... Et je sais qu'en fait, toi, tu le penses pas. Non. Alors, Là, on touche à un point, de communication. Sur le fond, nous sommes totalement d'accord. Ben oui. Maintenant, dans la présentation des choses, oui, je sais très bien à quel point il est difficile de faire passer certaines idées. Oui. Et du coup, j'occulte d'une certaine manière cet aspect-là, dont je parlerai plus en détail peut-être dans d'autres types de supports. Voilà. Mais cela dit comme ça ne passera dans aucun journal de physique. Ah, ça, on est d'accord. Déjà que même quand c'est dit différemment, c'est difficile. Oui. Comme ça, c'est pas dans des journaux de physique qu'on peut l'écrire. Oui. Maintenant, si on va au bout des choses, et on en a suffisamment parlé ensemble pour le savoir, nous avons un énorme isomorphisme. Bon, avec des petites nuances quand même, mais il y a un isomorphisme. Il faudrait écrire énorme. un article ensemble. Mais on pourrait essayer de faire ça. Oui, bien sûr, ce sera le intéressant. fameux fond. Mais oui. Ça serait très intéressant, on peut en parler. Moi, je serais ravi. Ouais. Je serais ravi. Ouais. Bon. Super. Merci, c'était super. Mais en tout cas, merci d'être venu, puisque c'est vrai qu'on excitant. est en petit comité. Merci. Merci à toi.